L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Tu peux te démuter, Diogène, bienvenue. Ouais, salut tout le monde. Tu vas bien? Ouais, ça peut aller, plus ou moins bien, comme tout le monde, on va dire. Il y a des hauts, des bas, hein. Mais excuse-moi de m'être emporté tout à l'heure. Je croyais que, tu vois, mais c'était agréable tout ce que j'ai entendu là. C'était très plaisant. Ah bah tu vois, ça me fait plaisir parce que c'est un peu le but de nos lives, c'est d'essayer d'avoir une autre approche pour que les gens puissent discuter de sujets parfois sensibles, parfois Oui. mystiques, sans débattre, sans se dire des gros mots, sans essayer de se convaincre. Donc si l'exercice te plaît, moi je serais ravi de pouvoir faire ce petit entretien avec toi qui va durer 15 minutes. Je comprends la démarche. En fait, moi, j'ai remarqué que, pardon. J'ai remarqué que souvent dans les lives, quand ça part en couille, c'est que il y a trop d'idéologies différentes. Si tu fais un live, si par exemple moi je suis incroyant, je suis non croyant, pardon, non croyant, non votant. Si je fais des lives avec des non croyants et des non votants, peu importe de quoi on parle, même de religion ou de politique ou d'autres choses, eh ben c'est beaucoup plus fluide entre nous parce qu'on a la même manière de voir le monde. C'est-à-dire que ils ont une forme de cerveau réaliste. Tu vois, il y a deux formes de cerveau différentes. C'est sur ça que tablent les croyances. Donc c'est ce qu'on appelle de la neurothéologie. Tout ce que je vais dire là, c'est sur Google. Donc ça s'appelle de la neurothéologie. C'est vulgarisé sous le terme de gène de Dieu, donc de la génétique. En fait, ça dit que la croyance est induite par l'ADN de l'individu, générant une structure cérébrale idéaliste, donc plus émotionnelle qu'intellectuelle. Quel que soit le niveau d'intelligence et d'érudition, cette structure offre la fonction de communication et non de planification. Si on regarde les idéalistes, quels qu'ils soient, ce sont des génies en communication. Ils vont pouvoir parler pendant des heures de leurs croyances à eux et se combattre les uns les autres avec leurs croyances à eux en se respectant. Vous, ils pourraient cependant, toutefois, ils sont conciliants. Mais derrière tout ça, il y a comme un empoisonnement de l'esprit humain et sciemment organisé par des gens qui n'ont pas un cerveau idéaliste, parce que à un certain niveau de hiérarchie, aussi bien dans la politique que dans la religion, il peut pas y avoir d'idéalistes, vraiment de croyants, parce qu'ils sont facilement manipulables par l'émotion. Il peut y avoir que des... Alors, parce que comme tu as dit beaucoup de choses, et puis que moi, je suis pas le mieux loti au niveau du cerveau pour tout retenir, je vais essayer de refaire ce qu'on appelle nous une reformulation, pour que tu me dises si j'ai bien compris ce que tu viens de me dire et qu'on puisse ensuite continuer cette petite discussion. Toi, tu considères que la croyance, c'est beaucoup plus facile de partager les croyances qu'on est dans l'entre-soi. C'est-à-dire que toi, tu as une certaine forme de croyance. Si tu discutes avec des gens qui sont comme toi, eh ben, voilà, c'est facile, c'est accessible. Mais tu te bases sur alors, je ne sais pas si c'est une science, mais la neurothéologie, Oui. qui fait comprendre que la croyance est inscrite dans l'ADN humain et qu'elle permettrait de favoriser la communication. Mais malheureusement, les personnes qui ne sont pas idéalistes empoisonnent le raisonnement, et c'est là où j'ai pas bien compris. Oui. Comment ça se fait que ça empoisonne le raisonnement? Là, en fait, je parlais des chefs religieux. Eux, ce sont pas des cerveaux idéalistes, ce sont des cerveaux réalistes et psychopathiques. Il y a un article qui s'appelle Dans quel métier trouve-t-on le plus de psychopathes? Et en fait, il faut savoir deux choses. Il existe deux formes de psychopathie. La psychopathie asociale et la psychopathie prosociale. Donc, les asociaux, c'est par exemple les hommes politiques, tu vois bien, ils peuvent mentir devant des millions de personnes, ils perdent pas les pédales. C'est par exemple les animateurs de JT. Ils peuvent annoncer des horreurs et la voix elle tremble pas, tu vois. Il y a aussi les curés dans ça, enfin les curés, tous les chefs religieux.
Par contre, Mhm. il y a ce qu'on appelle les psychopathes prosociaux. C'est-à-dire que c'est en général les personnels d'urgence. Tu vois, un chirurgien, un gamin, il peut s'arracher le bras, hurler, se pisser. Tu vois, il sait ce qu'il faut faire, ses mains, elles vont pas trembler. Tu vois, Ok. c'est Mais du les coup, cuits. comment tu sais dans les psychopathes asociaux que, par exemple, Hmm, un présentateur de JT fait hmm. partie de cette catégorie? Comment toi, tu peux le savoir, ça? Parce que il a une forme de pensée qui le fait t'annoncer des choses horribles à longueur de temps et sa voix elle tremble pas, tu vois. Et si tu Mhm. écoutes bien certains présentateurs de JT ou pas, hein, il y a une certaine forme de méchanceté derrière ça. Tu sais, moi je me souviens de Jean-Pierre Pernaut, il disait ouais mais bon et nos SDF alors, tu vois, c'est un peu violent quoi. Enfin bref. Ah, Euh, c'est intéressant parce que du coup, l'exemple de Jean-Pierre Pernaut m'intéresse beaucoup parce que Mhm, c'est un personnage qui est qui était bien vu par la population. mhm. Comment, est-ce que toi, tu le considères comme un psychopathe asocial? Sur une échelle de 10, 10, il est vraiment un psychopathe asocial, 0, c'est quelqu'un absolument pas psychopathe, ou alors Allez, peut-être un je dirais, psychopathe social. bon, c'est difficilement quantifiable, mais je dirais 7. 7. Ah, Ouais, je dirais 7. d'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu dis pas 8 ou 9? Parce que il est quand même assez proche des gens, mais de certains gens. Il serait à Mhm. 10, il serait proche de personnes, il voudrait buter tout le monde. D'accord. Il le ferait peut-être Donc, pas, mais dans son esprit, il y aurait ça. d'accord. Donc le fait que tu penses qu'il est proche de certaines personnes fait qu'il n'est pas totalement psychopathe asocial, c'est ça? Euh, oui, pas totalement à 100%, quoi, mais c'est difficilement quantifiable. Il faudrait le connaître dans l'intimité, tu vois. Mais si tu regardes sa bonne femme, par exemple, pour en revenir à la voyance, la médiumnité et compagnie, elle l'entend Mhm. parler, elle le voit, elle le comprend, elle va faire un livre là-dessus, tatati, tatata. Tout ça, c'est de l'embrouille, les copains. Ce sont des champions de la communication. Mais ils sont empoisonnés par les monothéismes. Comme, Ouais. tu sais, on entend souvent la phrase l'humain naît foncièrement bon. Eh ben en fait, Ok. nous naissons tous citoyens du monde. Ensuite, nous sommes empoisonnés par le nationalisme. Ok. Tout à l'heure, il y a le collègue qui parlait d'intuition. Eh ben, son intuition, à lui, elle est bonne parce qu'elle est logique, parce qu'il est réaliste et il est Ok. probablement complexe aussi. Et en fait, Einstein, lui, il croyait pas du tout en Dieu non plus. Et lui aussi, ses intuitions, elles étaient réalistes. Donc, il a dit le nationalisme, c'est une maladie infantile, c'est Ok. la rougeole Alors, de l'humanité. Tu vois, juste, si tu me permets, Diogène, parce que tu as raccroché au sujet, j'étais super ravi qu'on raccroche au sujet. Quand tu as commencé à parler de la femme de Monsieur Pernaut qui est décédé, euh, tu m'as dit, sa femme, elle ne fait ça que pour la communication et autres. Est-ce que ça sous-entend que tu penses qu'elle ne, elle ment, qu'elle n'a pas vraiment la sensation de croire ce qu'elle deux, pense en entendant des voix? il y a deux possibilités. Soit elle y croit pas du tout, mais je pense qu'elle y croit parce que elle adhère facilement au mysticisme, à la sorcellerie, médiumnité, tout ceci. Uhum. Et je pense qu'elle doit s'auto-convaincre en percevant des signes, en ressentant des choses, en analysant ses rêves, en cherchant des points de confirmation. Mais elle Ok. va, tu vois, pour Et consolider. comment, si Ouais. toi, si toi, elle venait à discuter avec toi et Hum. qu'elle te dise, moi, je perçois ça, quel serait ton meilleur argument pour lui faire comprendre que, elle se trompe? Oh, je chercherai même pas à essayer de la convaincre. J'essaierai de parler à ses potentielles victimes. D'accord? Mais du coup, comment, euh, comment on peut, comment moi, je pourrais savoir qu'elle se trompe? Parce que moi, je vais accorder la bonne foi. Si cette personne me dit, je te promets, j'ai des signes qui apparaissent dans ma vie, j'ai vu des astrologues, ils m'ont confirmé ça, il y a des choses intrigantes, et qu'elle m'apporte des preuves très intrigantes sur ça, comment moi, je pourrais lui dire, bah non, ça colle pas pour telle et telle raison.
t'as aucune preuve. Ça peut être un montage, ça peut être une escroquerie. Tu sais qu'il y a des centres de formation au zodiaque, la médiumnité, tarot, machin et tout, et ils Ouais. apprennent comment il faut répondre, ce qu'il faut dire. Ils ont tout un script, hein. Ils ont toutes des questions, machin et tout. Je sais pas si vous connaissez Fabien Olicard. Eh ben lui, il est naturellement doué pour faire de l'analytique. Et si tu discutes avec lui un petit peu, même au téléphone, ou qu'il te voit en webcam, machin et tout, la programmation neurolinguistique, le langage du visage et tout ça, eh ben c'est des Ouais. génies là-dedans. Ils sont formés là-dedans, tu vois. Et Ok. Mais moi, par exemple, là, je sais que dans le chat, je connais certaines personnes qui sont dans le chat, qui, eux, n'ont jamais fait de formation, n'ont jamais, tu vois, n'ont aucune velléité de communication ou de faire un business, et qui sont persuadés que ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils découvrent ou ce qu'ils prédisent, ça fonctionne. Est-ce que pour autant, on est en droit de dire, bah, ça fonctionne bien parce qu'ils n'ont pas fait l'école, ou au contraire, ils sont manipulés, ces gens-là? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça, toi? Ils peuvent croire en leur capacité. C'est le biais cognitif de Dunning-Kruger. C'est-à-dire que ils obtiennent des connaissances et ils les valident, même si c'est pas de la connaissance, même si ça repose sur rien, que c'est pas de la science, parce que ça leur fait plaisir. C'est ce qu'ils ont besoin pour peut-être soigner leur souffrance existentielle. Donc les religions, ça offre, ça calme la thanatophobie, la peur de la mort. C'est sur ça que sont établies quasiment toutes les religions. Ok. Ça table aussi sur la quête de sens. Ça table aussi sur la quête d'appartenance, sur la quête de valeur supérieure. Ok. Tu vois. Et du coup, comment on pourrait faire la différence entre des personnes qui pratiquent ces arts divinatoires ou l'astrologie, ou qui sont clients de l'art divinatoire et de l'astrologie parce que ça leur procure un bien-être, ça les rassure dans leur existence et dans leur socialisation? Quelle différence on pourrait faire entre l'astrologie et les arts divinatoires et une science avérée comme la psychologie qui à peu près essaye de faire la même chose? Disons que la psychologie, ça repose sur l'étude du factuel. Tout le reste, toutes les croyances, ça repose sur l'étude de l'émotionnel. Et la psychologie, il y en a deux sortes. C'est-à-dire qu'il y a la psychologie de Freud, c'était un croyant, une structure de cerveau idéaliste, c'est-à-dire que la structure de cerveau, la logique est jugée floue. Elle est basée sur l'instinct, le ressenti, l'émotionnel, l'éthique. Je termine. L'éthique est double en comportant le caractère de la conciliance, déjà envers eux-mêmes. Ils choisissent toujours la meilleure version de l'histoire. Soit c'est les victimes du monde, soit c'est les champions du monde. Maintenant, il y a Jung. Ils sont rentrés en confrontation, notamment sur Dieu. Freud, il voulait pas que Jung touche à Dieu. Et en fait, Jung, lui, c'est un réaliste. C'est la structure cérébrale du cerveau. La logique est booléenne. C'est basé sur le factuel. L'éthique est impartiale, car il comporte le caractère du manichéisme, de l'intransigeance et de la détermination. C'est ou noir ou blanc, c'est comme ça et pas autrement. Ok, mais je suis navré, je vais reposer ma question parce que j'ai du mal la poser. Entre les arts divinatoires qui permettent aux gens de se sentir mieux et d'avoir une meilleure qualité de vie, de socialisation à travers quelque chose d'abstrait et autre, et la psychologie qui vise à avoir à peu près le même résultat, quelle serait la différence flagrante pour toi? Le bien-être que ça fournit aux gens. La croyance, c'est un placebo. Le placebo, aux souffrances humaines, entraîne forcément le nocebo, l'effet négatif. Et ça peut prendre plein de choses. Les gens qui souffrent de pas savoir, de la peur du lendemain, ou qu'est-ce qu'elle pense Tata qui est au ciel, ou mamie, machin et tout, ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Ils vont dépenser des milliers d'euros, ce qu'ils ont. Et ils auront pu à bouffer et compagnie. Et puis après, ils se retrouveront dans un EHPAD merdique. Tu vois, et tout ça, c'est un danger. Moi, tout à l'heure, il y avait une question qui était super intéressante. Qu'est-ce qui t'emmerde dans le fait s'ils aient du pouvoir ou que je sais plus quoi? Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'ils puissent avoir du pouvoir. C'est que ça puisse être autorisé.
L'État, il devrait dire, stop maintenant. Vous savez quoi? Le peuple français est majoritairement athée. Donc maintenant, cours de neurothéologie pour tout le monde, matin, midi et soir. Moi, je l'explique à des gamins que je rencontre dans ma cathédrale. Ils ont 12 ans, c'est des bandes de 6e, tu vois. Je leur explique avec des mots de 12 ans. Ils comprennent tous ce que je dis. Ensuite, je vais voir l'enseignant. Je vais expliquer en termes techniques, concrets. Et c'est quoi mon péché mignon dans l'existence? C'est d'entendre les profs qui me disent, comment vous dites? Ah, ouais, d'accord, neurothéologie. Je suis pressé de rentrer à la maison pour vérifier ça. Tu vois? J'ai une dernière question parce qu'on arrive au terme de notre entretien, c'est passé à une vitesse folle. Je voulais savoir si demain, quelqu'un t'apporte la preuve que la neurothéologie, c'est du même niveau de croyance que les arts divinatoires, est-ce que tu aimerais l'apprendre? Est-ce que tu aimerais le savoir? Honnêtement, ouais, moi je suis en quête de sens. Je demande pas mieux que tous les scientifiques du monde, ils se mettent sur la neurothéologie. Ça fait 40 ans que ça existe, c'est sur Google tout partout. Enfin, tout partout, faut bien creuser, les gars. Parce que si tu cherches Dieu, la science, les preuves, tu vois, genre, tu vas tomber sur 25 pages du dernier Bottin, 300, c'est un best-seller, 300 pages. Et je suis persuadé, il n'y a aucune ligne de neurothéologie, les mecs. Alors, ils trouvent Dieu tout partout, sauf là où il faut, pile entre leurs oreilles. Ok. Écoute, je te remercie. Juste avant de te demander comment tu t'es senti pendant cet entretien, je vais passer la parole à mes collègues ici présents, s'ils sont là, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont éteints. Donc, il y a John qui est de retour, Régis et Morgane. Est-ce que vous avez une question à porter pour notre camarade Diogène? Moi, j'en aurais une. Tu as dit 2 fois, c'est sur Google. Est-ce que tout ce qui est sur Google est vrai? Ben non, absolument pas, il faut faire le tri. Régis, John, avez-vous une question à emporter? Oui, j'ai une question par rapport à la toute dernière chose que tu as dite, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que tu comprends pas pourquoi la neurothéologie n'est pas aussi développée qu'elle devrait l'être, etc. Euh, que- quelles sont les raisons d'après toi? Enfin, euh, pourquoi c'est pas aussi développé que ça devrait l'être? Parce que si tu fais sauter Dieu, tu fais sauter énormément d'autres concepts, comme le nationalisme, c'est aussi une forme de croyance, comme le véganisme, voire le féminisme. C'est pour ça que l'État a interdit à Sciences Po la biopsychologie évolutionniste et la sociologie appliquée au genre. Tu vois, et c'est super important de comprendre ça parce que ces matières-là, ces 2 matières fondamentales, c'est la seule chose qui puisse réduire drastiquement le nombre des futurs uxoricides, c'est féminicides dans la presse, et autres violences conjugales. C'est interdit et aujourd'hui les politiques féminines, elles nous demandent 4 milliards d'impôts du peuple pour lutter contre les violences conjugales. Tu vois, c'est je sais pas si vous percevez comme c'est dégueulasse comme système, c'est le peuple français est majoritairement athée. Alors pourquoi le dimanche matin on doit se taper le jour du Seigneur et compagnie pendant des plombes là putain, mettez des dessins animés, il était une fois la vie 2.0 avec la neurothéologie, avec la biopsychologie évolutionniste, avec la captologie, la neuronutrition. Tu sais que la Diogène, ouais. Diogène, Ouais. j'ai un truc à te proposer parce qu'il y a encore du monde qui attend. Moi, tu fais comme moi le dimanche matin, fais la grasse matinée. Allume pas la télé, ça marche mieux. Et je voulais te demander comment tu t'es senti pendant cet entretien. Ah, avec vous, c'était cool. Mais je me demande toujours si vous êtes du bon côté, du mauvais côté, si vous allez laisser traîner cette histoire en longueur ou si vous allez creuser la neurothéologie et puis la diffuser. Parce que j'ai l'impression, les mecs, que je suis tout seul, en fait. Ah, Alors moi, c'est cool, je prends mon pied, tu vois, genre, des fois, ça se passe super bien. Avec vous, ça alors s'est passé. écoute, je te promets, je sais pas si les collègues le feront, j'irai jeter un œil sur la neurothéologie et Ouais. comme ça, je me ferai ma propre idée. En tout cas, comme à chaque fois, puisque c'est pas la première fois que tu viens, il me semble, hein, ça doit faire la deuxième fois, et ben je vais te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end,
Et puis, je te laisse descendre ou je te fais descendre Ouais, tu peux me faire descendre. Ben moi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. Et les gars, le monde est super dangereux. Son problème, ce sont nos émotions paléolithiques, nos institutions moyenâgeuses et nos Ok. technologies divinement démoniaques. Eh ben, le message est passé. J'espère que tout le monde t'a entendu. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bisous à Bon tous. courage Ciao. à toi. Salut.